Ils ont été déployés à des milliers de kilomètres de chez eux, parfois au péril de leur vie. Raconte-moi une OPEX leur donne la parole. Nous, ici, au départ de Nîmes, là j'étais volant évidemment, c'était la chasse aux sous-marins soviétiques. Or, il y avait des sous-marins soviétiques qui venaient nous agacer un peu, souvent le week-end, des trucs comme ça. Bon, donc on les détectait, on les pistait, on devait les suivre et faire en sorte que la personne en bas se rende compte que, ça y est, il était découvert. C'était le job, il ne fallait pas les laisser passer. Et moi, je suis allé en chercher, non pas en Méditerranée, mais jusqu'au pôle Nord. Sous la glace, sous la calotte glaciaire, on allait chercher les sous-marins qui se cachaient dessous, parce que les Russes avaient compris que ce gros glaçon qui flotte là-bas, ça faisait une bonne planque où, soi-disant, on ne les détectait pas. Nous, on avait mis au point une technique, on trouvait des trous dans la glace, hop, on jetait une bouée, disons, dans ce trou, et la bouée, avec son petit hydrophone, nous disait quel était, au bruit de l'hélice, qui était le sous-marin qui était dessous. Ça, j'y suis allé 2 fois là-haut. C'était le pôle Nord. Dans cette nouvelle série de l'Office national des combattants et des victimes de guerre, de grands témoins d'opérations extérieures répondent aux questions de jeunes lycéens et collégiens. Qui sont-ils ? A-t-on peur quand on part en mission ? Comment se passe le retour ? Et quel est le rôle de l'ONAC-VG dans la reconnaissance de leur engagement ? Autant de questions auxquelles ils répondent avec sincérité, émotion parfois, qui permettent de raconter les histoires d'hier pour sensibiliser les générations de demain. Du désert du Sahel aux montagnes afghanes, de la jungle africaine aux vallées des Balkans, ils ont tous à cœur de nous transmettre leur vécu des OPEX sur lesquels ils ont été déployés. Un moment d'intimité où ils se livrent sans phare et qu'ils souhaitent partager au plus grand nombre. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur Raconte-moi une OPEX, le podcast de l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Aujourd'hui, nous sommes partis dans le sud de la France, à Nîmes, au lycée d'Ouda, avec Paul-Émile, notre grand témoin du jour. Paul-Émile, bonjour. Bonjour. Et Nathan, un élève de classe de terminale. Bonjour Nathan. Bonjour. Alors, Paul-Émile, vous êtes le doyen de nos témoins. Voilà, c'est vous qui gagnez aujourd'hui. Nous sommes vraiment très très contents de vous recevoir car avant de préparer cette émission, j'ai lu votre bio évidemment et vous avez fait des choses absolument incroyables. Quel parcours, un parcours très très dense qui a commencé très très jeune et nous allons parler de tout ça dans ce podcast. Alors, si vous êtes d'accord, nous allons dérouler cet épisode en 3 grandes thématiques. Votre engagement, vos opérations et vos liens aujourd'hui avec l'ONAC-VG. Alors, sans plus attendre et pour entrer dans le vif du sujet, Nathan, je te laisse le micro. Donc, je vois que vous vous êtes engagé très très jeune, à 17 ans et demi. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi si tôt ? Pourquoi si tôt ? Parce que j'étais dans une pas grande famille, on était 5 enfants. Mon père gagnait relativement bien sa vie, mais rien d'extraordinaire. Moi, j'ai échoué à mon bac et là, j'étais amoureux d'une jeune infirmière et on avait envie déjà de se marier à cet âge-là. C'est un peu surprenant, mais bon, c'était comme ça. Donc, je m'engageais dans la marine pour avoir un métier qui pouvait me permettre de fonder plus tard un couple et puis de lui assurer un confort et puis moi, en même temps, visiter le monde entier parce que ça me tentait. Qu'a pensé votre entourage quand vous avez annoncé que vous vous engagiez ? Mon père était bien heureux parce que j'étais dans l'âge de la friction père-fils, ce que j'ai regretté après, mais il paraît que tout le monde y passe. Et finalement, ils étaient très fiers de moi parce que j'ai choisi la marine. On habitait à La Rochelle à l'époque. Et la marine, là-bas, c'était quand même quelque chose d'assez important et symbolique. Il y avait des bateaux dans le monde entier de la Marine nationale. Donc, j'ai dit, j'aimerais être radio sur un de ces bateaux. Parce qu'un radio, ma foi, c'est quelqu'un qui est très actif, qui est au courant de tout, qui n'est pas très loin du pacha, le commandant du bateau, et qui sait tout à la limite avant les autres. Mais enfin, c'est amusant, ça. Alors ça, vous allez nous le dire en détail, mais j'ai juste une petite question, je vous interromps. Vous vous engagez pour vous marier parce que vous voulez vous marier, et vous prenez la marine pour partir très très loin et faire le tour du monde. Voilà, ça pose pas un peu problème, ça ? Parce que l'armée de terre, je ne sentais pas ça, pour moi, très épanouissant.
Alors que la marine était dans tous les continents, en Océanie, n'importe où, océan Indien, Martinique, Guadeloupe et tout. Bon, donc, il y avait des primes aussi quand vous étiez à l'étranger. Ça vous permet de bâtir plus facilement votre petit avenir familial. À 17 ans et demi, c'était déjà très réfléchi. Oh, on y tenait, oui. Nathan. Ça vous a tout de suite plu, votre vie militaire ? À la marine, ça m'a enthousiasmé. Je ne m'attendais pas à autant de chaleur, autant de symbiose entre tous les hommes qui étaient dans le même groupe. Et il y avait une solidarité, vraiment. On était tous dépendants les uns des autres et de toute façon, tout le monde faisait le job parce que c'était la survie du groupe. Et à chaque fois, quels que soient les événements, il fallait être rigoureux, costaud et se tenir les uns les autres vraiment de façon... C'est comme ça que je suis encore vivant. Ce que vous aimiez, c'était la cohésion Ah, la cohésion, c'est merveilleux, oui. Ça continue d'ailleurs. C'est quoi cette cohésion dont on entend parler à chaque épisode? Alors, on nous parle tous, vous nous parlez de cohésion. Qu'est-ce que ça veut dire, la cohésion? Quand vous avez été face à des difficultés parfois gigantesques, la seule survie, c'est on se serre, on se tient, on réfléchit et on décide ensemble avec l'objectif que tout le monde a compris. D'abord, quand on part en OPEX, on a eu des briefings avant. On sait à peu près le monde qu'on va rencontrer, qui est complètement différent, évidemment, des terrains d'entraînement. Mais ça soude le groupe. Et puis, de toute façon, on s'en sortira. Le pire, c'est les sous-marins. Ceux qui sont sur les sous-marins, c'est encore pire. Eux, ils sont une solidarité absolument inouïe. Je m'interrogeais sur votre parcours militaire. Oui. Quel a été votre parcours? J'ai démarré matelot, puis j'ai eu de la chance. J'ai toujours eu des chefs qui ont dit « Oh, mais toi, tu continues, il ne faut pas que tu t'arrêtes là, tu vas aller faire telle école, tu vas faire ci, tu vas faire ça. » Bon, je suis parti en Algérie parce que j'étais jeune. Bon, j'avais une spécialité d'électromécanicien d'aéronautique. J'entretenais des avions. De temps en temps, je volais avec eux parce que les gars étaient sympas. On survolait le barrage algéro-marocain, la Méditerranée. On pistait les trafiquants d'armes, les trafiquants de tout ce qu'on peut trouver. Et puis, après, on m'a envoyé faire une école dite de Mestrance, de cadre de sous-officier, d'officier marinier. Puis après, j'ai fait mon brevet supérieur d'électromécanicien. Après, j'ai été volant. Alors ça, effectivement, c'était à Nîmes-Garons. Il y avait l'école du personnel volant qui était à Nîmes. Et puis après, avoir réussi une carrière sympathique parce que on m'aimait bien, et puis j'aimais faire du bon boulot. J'ai fait officier, puis j'ai fini à 33 ans de service avec une retraite de capitaine de frégate. J'estimais que j'étais arrivé au bout. On voulait m'affecter à Paris. Tout le monde m'attendait là-bas en disant « Ouais, tu viens, tout le monde t'attend, ils te connaissent. » Non, je suis parti dans le civil. Et j'ai refait une carrière dans l'aviation civile. Quelle a été votre spécialité dans votre parcours? Alors, j'en ai eu 3. Électromécanicien d'aéronautique, après électronicien volant d'aéronautique, et après responsable maintenance aéronautique. Votre premier déploiement, vous l'avez dit, c'était en Algérie, du coup, oui. En 1959, en plein conflit. Vous étiez porté volontaire. Quel a été votre état d'esprit à cette époque? Je pensais que j'aurais peut-être une légère majoration de prix. Ça n'a pas été de solde, non, ce n'était pas le cas. Mais enfin, de toute façon, j'ai découvert des gens merveilleux. Alors, c'est sûr qu'à l'époque, De Gaulle nous avait dit « La France de Dunkerque à Tamanrasset ». Moi, je partais là-bas je voyais écrit ici la France partout sur les murs du port. On était imprégnés. On avait des pieds noirs qui étaient marins avec nous. On avait des harkis qui étaient avec nous. On bavardait de tous les sujets et c'était très sympathique. Comment on se prépare avant de partir? On prépare, on fait des cours d'abord. Des cours, d'abord pour avoir une bonne technicité. Et puis, on s'améliore sur place parce qu'en permanence, on a des anciens qui nous montrent ce que nous, on n'a pas appris à l'école. Et on s'enrichit sans cesse les uns des autres. En plus, vous êtes quand même d'une génération où les anciens, alors je ne parle même pas des anciens, finalement, vos cadres un peu plus âgés étaient pour certains des gens qui avaient connu la guerre. Oui, ils rentraient d'Indochine. Et ils rentraient d'Indochine. Oui. De la guerre de 39-45... on n'était pas vraiment au contact. On était quand même un peu plus... Disons, dans ma branche aéronavale, il y en avait qui avaient le perchoir de Gaulle.
Donc ça voulait bien dire qu'ils s'étaient mouillés pendant la guerre de 39-45. Mais bon, sein d'Indochine, on voyait qu'ils avaient beaucoup plus souffert. C'était quand même plus dur. Et ça devait être quand même assez passionnant, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de profiter de l'expérience en fait, de ces gens-là qui, quand ils vous parlaient d'opération et de nécessité de faire les choses bien, ils savaient de quoi ils parlaient. On savait que de toute façon, on n'avait pas le droit à l'erreur. C'est une habitude qu'on a pris. Après, c'était très recherché, mais c'était normal. Si vous faites la moindre impasse en aéronautique, l'avion, il va aller où ? Il va finir au tas, avec toutes les conséquences désastreuses. Donc, nous, rigueur, qualification, excellence, il fallait toujours être au top. En fait, en aéronautique, j'ai envie de dire, il n'y a pas d'entraînement, puisque à partir du moment où ça a décollé, il faut que ça fonctionne et que ça atterrisse, et que entraînement ou d'ailleurs opération, ça se paye exactement de la même manière si l'avion tombe en panne. De toute façon, on n'a pas à tomber en panne, parce que de toute façon, on craint les armes. Donc, il faut calculer sa méthode de vol, ses niveaux. Il faut savoir quelles sont les armes qu'on peut tirer contre nous. Il faut toujours être au-delà de la portée de l'adversaire. Et en général, c'est le premier qui localise l'autre qui gagne. Donc, il faut être rapide et efficace. Quel était votre poste en Algérie ? Moi, électromécanicien, donc responsable de la visite des avions. À l'époque, je n'étais pas encore volant, mais j'ai appris à côtoyer tous les personnels volants parce que quand il y avait une panne, je posais des questions pour essayer de savoir quels étaient les symptômes qu'ils avaient eus en vol pour être sûr que on faisait le bon dépannage. C'était quoi l'état d'esprit à l'époque quand on était militaire, jeune militaire, et qu'on partait en Algérie ? On avait vraiment l'impression de partir sur quelque chose de très dangereux. Est-ce que la famille était inquiète ? Est-ce que vous étiez inquiet ? Alors ma famille, mon père surtout, était inquiet parce que lui, il a fait la guerre de 39-45. Mais disons que moi, j'étais confiant parce que quand même, on était dans une grosse base aéronavale qui était au sud d'Oran, ça s'appelait l'Arctique. On était 3500, on avait beaucoup d'avions et puis on faisait toutes les missions que l'état-major nous commandait. Donc nous, essentiellement, c'était des patrouilles au-dessus de la Méditerranée pour détecter des bateaux comme l'Atos, des bateaux qui ramenaient des armements clandestins pour le FLN. C'était le barrage algéro-marocain où toutes les nuits, on devait larguer éventuellement des lucioles, c'est-à-dire des grosses bombes éclairantes à base de magnésium. De magnésium. Hein. Ouais. Et de phosphore. Enfin, phosphore, c'est pour brûler. C'est du magnésium. Et c'était très, très efficace. Très efficace. Alors là, on a parlé un petit peu de l'Algérie, mais alors il y a eu beaucoup d'autres choses. Nathan, je te laisse repartir là-dessus. Je vois que vous avez servi sur le Clémenceau. Oui. À quelle période ? Au départ. À peu près au moment où ils l'ont mis, il est descendu de Brest pour être mis en poste à Toulon. Et là, quand j'étais arrivé à Nîmes, on m'a dit, tiens, ils recherchent des volontaires pour les nouvelles flottilles d'étendards, les premiers réacteurs de la marine française qui armaient ce porte-avions. Donc, j'ai été affecté à ce genre de flottille. J'ai suivi, bien sûr, un tas de stages de qualification très précises. J'étais un spécialiste en navigation, en électromécanique, enfin tout ça. J'ai été ravi de connaître le Clémenceau. Il était tout neuf. On a tourné le film Le ciel sur la tête, des trucs comme ça. Mais bon, en dehors de ça, on s'entraînait au stade zéro à des expérimentations nucléaires qui sont allées après développer dans le Pacifique à Fangatofa. Que retenez-vous du quotidien sur un porte-avions ? C'est la boîte à sardines, hein. Là, vraiment, c'est la boîte en fer. Tout le monde est dans un petit carré de fer. Vous êtes toujours actif. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. On est toujours en train de travailler parce que, de toute façon, on n'a pas le loisir d'aller faire autre chose. Honnêtement, ce qui compte, c'est le boulot. Et on est tous très solidaires, justement, pour que ça soit toujours bien fait. On est en équipe. On n'est jamais tout seul. Il y a toujours des copains. On est 2, 3, 4, 5. Ça dépend de la tâche des tâches qu'on a réalisées. S'il faut changer un moteur, s'il faut refaire des points fixes de contrôle et tout, on le fait. Puis de toute façon, c'est la routine après. Puis ça se passe bien et on prépare les missions. On se prépare toujours à être efficace. C'était en quelle année le lancement du CLEM ?
Moi, ça a été... je suis arrivé à Nîmes en 63, donc c'était en 64. Ça fait quoi quand on voit le Clem retirer le Clémenceau, retiré du service? Alors moi, je vais faire bondir les gens du Clem. On avait 2 porte-avions, le Clémenceau et le Foch. Et quand on passait de l'un à l'autre, évidemment. On était basé à Nîmes, mais parfois, les étendards, nous, on était à Hyères. On était en flottille, la 17F, une super flottille. Et j'ai retrouvé toujours une différence entre les 2 porte-avions. Le Clem a démarré, il a essuyé, à mon avis, les plâtres. Mais le Foch est arrivé beaucoup plus au point, beaucoup plus guerrier, beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus combatif. Moi, après, j'ai fait des missions au Liban et tout avec les 2. Le Foch était toujours resté loin devant. Quand on faisait un poste de combat, le Pacha disait, vous avez mis, le Pacha du Foch, vous avez mis 2 minutes 17, tout ça, la prochaine fois, on fera encore mieux. Ça nécessitait quand même un sacré entraînement. Il fallait bondir de partout, être à son poste immédiatement. Sur le Clem, ça a duré 2 heures. 2 heures, c'est pas sérieux. Et ça n'étonnait personne. Puis les tenues étaient beaucoup plus rigoureuses sur le Foch. Il y avait une cafétéria pour l'équipage, alors que sur le Clem, il s'allongeait dans les coursives. C'était pas bon, c'était pas bien. Enfin, c'était comme ça. J'ai toujours préféré le Foch. Et faire la guerre avec le Foch au Liban, moi, j'étais ravi. Vous avez été engagé sur des actions de surveillance aérienne dans de nombreux endroits. Pouvez-vous nous indiquer les missions qui vous ont le plus marqué? Nous, ici, au départ de Nîmes, là, j'étais volant, évidemment, c'était la chasse aux sous-marins soviétiques. Pourquoi? Parce qu'on a des zones au ras de nos... Enfin, pas au ras de nos côtes, à une centaine de kilomètres de nos côtes, qui font des zones qu'un étranger menaçant n'a pas à franchir. Or, il y avait des sous-marins soviétiques qui venaient nous agacer un peu, souvent le week-end, des trucs comme ça. Donc, on les détectait, on les pistait, on devait les suivre et faire en sorte que la personne en bas se rende compte que, ça y est, il était découvert. Donc, si ça avait été un vrai conflit, nous, on avait des torpilles, on avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir le réduire à néant. Mais lui, il avait des missiles longue distance, avec peut-être des fois plusieurs des sous-marins, des têtes nucléaires. C'était le job, il ne fallait pas les laisser passer. Et moi, je suis allé en chercher, non pas en Méditerranée, mais jusqu'au pôle Nord. Sous la glace, sous la calotte glaciaire, on allait chercher les sous-marins qui se cachaient dessous, parce que les Russes avaient compris que ce gros glaçon qui flotte là-bas, ça faisait une bonne planque, où, soi-disant, on ne les détectait pas. Nous, on avait mis au point une technique, on trouvait des trous dans la glace, hop, on jetait une bouée, disons, dans ce trou, et, dans cet endroit dégelé, et la bouée, avec son petit hydrophone, nous disait quel était, au bruit de l'hélice, qui était le sous-marin qui était dessous. Ça, j'y suis allé 2 fois là-haut, c'était le pôle Nord. Ça durait combien d'heures, une mission de ce type, par exemple, au-dessus nous, du pôle Nord? On volait en général 16 heures, oui. Moi, mon record, ça a été 16,4. C'est-à-dire presque 16h30, sans ravitaillement, sans rien. Mais on s'organise à bord, on était une quinzaine, et on mangeait rapidement, mais on était toujours en action, c'était bon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur du Breguet Atlantique. Oui. C'est bien ça, c'est un avion hélice. Un gros biturbo-propulseur. Il y a combien de personnes dedans? 15, on peut monter jusqu'à 24 quand on est en transit pour aller traverser l'Atlantique ou aller vraiment très très loin avec une équipe de secours et de dépannage. Mais en opérateur, on était 12 à 15. Parce que tous les postes sont occupés, puis ça permettait de faire éventuellement des relèves. Mais c'était très, très dynamique, très actif. Et c'est un avion qui avait été choisi par l'OTAN. Il y avait eu un concours. Tous les pays de l'OTAN présentaient des avions. Les Américains ont présenté l'Orion. Les Anglais ont présenté le Comet, à baptisé Nimrod. L'Aurora était canadien. Et le Breguet Atlantique, conçu par un ingénieur Bloch, a été le roi du concours. Pourquoi? Parce qu'il avait vraiment été conçu pour ça. Et puis c'était un avion qui avait un confort de vol. À l'intérieur, on était merveilleusement bien. C'était plus comme ces avions avec des moteurs à piston où vous avez la colonne vertébrale qui fait comme si vous étiez sur un marteau-piqueur pendant 10 heures. Au bout de 10 heures de Neptune, nous, on était
complètement KO. Alors que sur l'Atlantique, au bout de 15-16 heures, les Australiens qui venaient avec nous, ils étaient complètement ébahis parce qu'ils voyaient qu'on avait toujours la frite. Puis moi, je voyais avec les Anglais, eux, le basse altitude avec leur quadri-réacteur de commercial qu'ils avaient transformé, c'était 1000 pieds. Ben, nous, on draguait les sous-marins à 100 pieds. Et à 100 pieds, ben, on ne les loupait pas. 100 pieds, on est à 20 mètres de hauteur à peu près. 30 même mètres. pas, Ouais, 30 mètres. Ah, ouais. J'ai 2 petites questions avant de repasser la parole à Nathan. Sur cette chasse aux sous-marins, c'est un jeu de chat et de la souris, Ah oui, oui. mais à l'époque, au cœur de la géopolitique mondiale. Enfin, vous chassez des sous-marins russes Oui. à un moment où ces deux camps, l'Occident et l'URSS, se pointent des centaines d'armes nucléaires face à face. Oui, ça oui. fait quoi? Ça Se dire fait- qu'on participe à ça, quoi. Moi, le plus direct que j'ai eu, c'était quand le Kiev a quitté la mer Noire et s'est lancé en Méditerranée. Bon, il y avait une convention qui disait qu'aucun porte-avions avec catapulte ne pouvait venir de la mer Noire pour aller en Méditerranée. Et on a décollé d'ici de très, très, très bonne heure le matin. On a volé absolument toute la journée. Le Kiev, on l'a suivi partout. Et on s'attendait à voir s'il allait catapulter des avions. Et puis, il nous a, à force de qu'on lui passe un peu trop dessus, il nous a envoyé les fusées rouges. Alors, fusées rouges, ça veut dire, prochain coup, je tire. Bon, nous, on a dit, allez... C'est du bluff. Ouais, On voilà. continue. Eh ben, c'est poker menteur. On en a eu. Puis après, on a dit, bon, ben, ça y est, c'est bon, on a eu toutes les photos qu'il fallait, ça partait immédiatement à la présidente de la République. Hop, tout le monde était content, mais on a passé toute notre journée dessus. Et on recevait une dizaine de fusées rouges. Ça voulait dire qu'ils étaient sympas aussi. Oui, qui commençait à s'agacer aussi un petit peu de vous voir voler au-dessus. Alors j'ai une question justement, c'est la dernière question à propos de la catapulte. Moi, c'est quelque chose que j'aurais rêvé de faire. Ah, ouais. Ça fait quoi de se faire catapulter d'un porte-avions? Ah, mais c'est le pied, parce que vous êtes De prendre là... 7G comme ça, c'est le pied. Ouais, mais ça dure pas. De toute façon, vous êtes là sur cramponné. Le commandant de bord, moi, des fois, je suis à côté ou je suis derrière, et il salue, et paf, on est catapulté. Mais on est déjà appuyé la tête sur le dosseret du siège. Bon, ben, ça va durer quoi? Une seconde. Parce qu'après, tout de suite, dès que vous êtes catapulté, hop, l'avion il est déjà en vol. Hein. En bout de temps, tant que vous baissez peut-être un peu si vous êtes trop chargé, mais de toute façon, le vol, il est sûr et sans problème. Ça doit être une Alors, sacrée expérience. de nuit, moi, j'ai fait voler des capitaines pilotes de l'armée de l'air en poste avant. Ils m'ont dit, vous êtes fous. Ils n'avaient jamais pu imaginer qu'un porte-avions, c'est si petit vu d'en haut. Et puis que nous, on se pose dessus grâce à l'entraînement. Grâce à l'entraînement, toujours. Une fois de plus. Nathan, je te laisse reprendre la main. On a parlé très vite du Liban tout à l'heure. Oui. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle au Liban au moment de l'attentat du Drakkar? Disons que moi, j'étais l'officier de guerre électronique là, de ma flottille de brigades Élysée. Et nous, notre mission, c'était de détecter les rampes de missiles syriens qui pouvaient être déplacées dans la nuit. Donc, avant tous les raids, on était en train de patrouiller au ras des côtes, mais de façon très... Enfin, on savait où il fallait se mettre pour ne pas être détecté. On était venu parce que l'ambassade de France était bombardée par une batterie qui sortait la nuit d'une grotte dans une colline. Ils bombardaient l'ambassade, mais les légionnaires qui étaient en bas, ils n'avaient pas le droit de sortir. Alors, les légionnaires, dès le premier jour où on est arrivé, l'amiral m'a dit, bon, Clément, hop, là-bas, vous allez rapatrier ces 2 légionnaires. Bon, c'était un contact avec l'ambassade de France pour nous, mais au moins, on a ramené un légionnaire, il manquait un bras, l'autre, il manquait une jambe. Donc, c'était quand même malheureux. Ils n'avaient pas le droit d'aller poursuivre la batterie. Donc, nous, on a reçu l'ordre, par l'amiral Claus qui commandait la force, d'aller bombarder la fameuse batterie qui canardait le territoire français. Parce qu'une ambassade, c'est un territoire français à l'étranger. Donc, on a été bombardé, on a détruit complètement la batterie, tout s'est bien passé, bon... Et puis, après, ma foi, les fédéines là, ont pris en grippe les champs de l'armée de terre, là, qui, en réalité, déminaient quasiment la ville, rendaient la ville à la circulation libre en essayant de limiter toutes les barricades et toutes les chicanes qui mettaient en travers des rues. Quand ils ont vu qu'on avait fait ça, ils se sont vengés en faisant exploser l'immeuble Drakkar.
Alors l'immeuble de Drakkar, c'est 57 victimes. Là, c'est quand même des gars qui étaient très jeunes, appelés, et qui venaient pour rendre la paix à la ville de Beyrouth. Moi, j'y suis passé, mais on était en gilet pare-balles et tout. Mais là, eux, ils rendaient la paix à la ville. Eh bien, ça a déplu aux Fedayines, et boum, ils leur ont fait sauter leur immeuble qui avait été piégé auparavant. Donc, ils étaient tous morts. Le lendemain, tout de suite, on est allé, nous, le porte-avions, sortir les gens qu'on pouvait des décombres. Et puis, c'était un dur moment. Un dur moment, parce que quand vous voyez un immeuble de 7 étages qui n'est pas plus haut que la pièce où on est, là, vous savez, il n'y a pas grand-chose qui résiste dessous. Et il y en a eu. J'ai ici un ami là, qui, lui, s'en est sorti, mais pas cher. Il a ramassé l'explosion dans ses oreilles et il est toujours marqué pour la vie. Et je crois que ça a été un moment terrible pour tous les Français. Et, beaucoup encore cette image en tête de l'hommage national aux Invalides avec ces 57 cercueils alignés. C'était effectivement très très fort. C'était vraiment des gens qui œuvraient pour la paix. Ils œuvraient pour que la ville soit en paix. Ils étaient pas, ils avaient des armes, mais c'était pour faire remarquer à ceux qui créaient l'anarchie dans la ville qu'il fallait arrêter leur jeu, quoi. On pourrait en parler pendant des heures parce que je pense que vous avez des milliers de choses à raconter. On va passer maintenant dans la dernière thématique, à la limite, si vous l'acceptez. On va parler de votre vie d'après et notamment de votre vie avec l'Office national des combattants et des victimes de guerre qui n'avait pas le même nom quand vous l'avez connu au début puisque c'était les anciens combattants. Cette fois-ci, on parle des combattants dans leur globalité. Nathan, je te laisse. Aujourd'hui, vous n'êtes plus militaire. Quels sont vos liens avec le monde de la défense ? Disons que sur la base de Garon, quand on a fermé cette énorme base aéronavale, qui était une base OTAN au départ, on était 2500. À la fin, on n'était plus que 1500, parce que quand le mur de Berlin est tombé en 89, déjà, les Russes ont disparu quasiment de la Méditerranée. Après, on a supprimé le service national, donc on a perdu encore 500 appelés. Et puis, on a fermé la base parce qu'il y a eu malheureusement un complot de personnes qui voulaient spéculer sur les terrains alentour de l'aéroport et construire des villas là-bas. Là, il y a un outil merveilleux. Il y a une base avec une piste en béton. On a fait décoller les plus gros avions du monde, l'Antonov 124. Moi, je l'ai accueilli à Djibouti quand j'étais responsable de l'aéroport. C'est quand même une base qui... Donc, on a créé une amicale. Ça a été le conservatoire historique de l'aéronavale à Nîmes, parce qu'on ne pouvait pas comprendre qu'on abandonnait un poste aussi avancé, aussi tourné vers le sud, d'où, pour nous, vient en grande partie beaucoup de menaces à l'heure actuelle. Donc, on chassait les go-fast, on chassait tous les trafiquants de tout ce qu'on veut. Jour et nuit, on avait des brigades atlantiques qui patrouillaient, parce que c'est un avion qui est fait pour ça, c'est son job. Et j'ai créé cette amicale, et puis j'étais vice-président tout de suite quand j'ai quitté la marine en 92. J'étais le vice-président des anciens de l'aéronavale, j'y suis toujours parce que j'ai été président de X associations. Donc je suis toujours en contact avec tous mes amis, de l'aéronavale, de la marine éventuellement, parce que l'école de Mestrance, tous les anciens, on se retrouvait, on faisait des visites, c'était sympa. Comment vous avez entendu parler la première fois de l'office de l'ONACVG ? Alors ça, c'est les anciens qui avaient fait l'Algérie comme moi, qui m'ont dit « Mais Paul, tu as droit à... Toi, tu as eu ton titre de reconnaissance de la nation, mais tu as droit à la médaille des anciens combattants. » Donc, la médaille du combattant, je l'ai demandé, je crois que c'est en 77 ou quelque chose comme ça, une fois que j'ai eu la médaille militaire. C'est comme ça, par les anciens d'Algérie, que je l'ai connu. C'est eux qui m'ont dit, tu vas à l'Office des anciens combattants, là, et puis tu fais ton dossier, comme nous on l'a fait, voilà. Ça vous a apporté du bien, l'ONACVG ? Oui, qu'est-ce que ça apporte, l'ONACVG, pour quelqu'un qui devient ressortissant ? Personnellement, j'en ai jamais eu besoin parce que le bon Dieu me protège, j'ai une bonne santé, j'ai eu une vie familiale malgré que mon épouse a été décédée d'un triple cancer. Mais disons, j'ai jamais eu besoin d'assistance. Moi, j'ai assisté beaucoup de gens et l'assistance sociale de la base, à un moment, disait « Arrêtez, monsieur Clément, vous en faites plus que moi. » Alors, j'avais compris que
on est proche des gens. Quand vous perdez un avion qui se crache n'importe où dans le monde, les familles sont déplorées. Il faut que nous, c'est dans le cœur. On les aide, on les entoure, on les aide à passer... des femmes de 25 ans qui se trouvent veuves, c'est horrible, avec des gosses. Donc, il faut les aider. L'ONAC, j'en ai jamais eu besoin, mais j'ai amené des gens qui étaient vraiment dans la misère et grâce à l'ONAC, qui ont été aidés. Ça, c'est merveilleux. Quels sont vos liens aujourd'hui avec l'ONAC VG ? On a un directeur là, que j'apprécie beaucoup, donc... On se voit à toutes les cérémonies, parce qu'en plus, je représente l'Union nationale des combattants de Nîmes. On se voit à toutes les belles occasions. Il n'y a aucun problème. Il sait que s'il a besoin de moi pour faire une conférence ici au lycée, j'aime bien ce contact qu'on a et le témoignage qu'on peut apporter à tous les jeunes. Pour vous, la mémoire des OPEX, c'est important ? Ah oui, c'est important. Oui, nous, on nous disait, n'en parlez pas, effectivement. Ça vous fait quoi aujourd'hui parce qu'il y a eu beaucoup d'OPEX ces dernières années et de facto beaucoup de jeunes qui sont devenus ressortissants de l'ONAC, de voir que comme vous, à quelques années de différence, vous avez un ancien combattant, en tout cas un ressortissant de l'ONAC qui a 22 ans et vous un tout petit peu plus. Et c'est bien, la relève est assurée, au moins les jeunes prennent la relève, c'est exactement l'esprit qu'il faut garder. Nous, on est des vieux. Vous vous rendez compte que j'ai 82 ans. Ça paraît pas, je sais, mais quand même... Ça paraît pas, je vous confirme. J'aimerais... je croise les doigts pour avoir la pêche que vous avez à votre âge, très sincèrement. Le bon Dieu me protège. En tout cas, merci beaucoup. Et ça serait effectivement, je confirme, votre témoignage est passionnant et profitez de témoignages de gens comme vous et ce que vous avez vécu, c'est précieux pour la jeunesse et d'ailleurs pas que pour la jeunesse puisque je suis plus dans cette case-là, hélas. En tout cas, merci beaucoup Paul-Émile, merci beaucoup. Merci Nathan de ton intérêt pour tout ça et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Raconte-moi une OPEX, le podcast de l'ONAC VG. Je vous invite à aller sur le site de l'ONAC et vous comprendrez et on expliquera tout ce qui se passe sur l'ONAC VG. À très vite. Merci d'avoir écouté ce témoignage jusqu'au bout. Nous comptons sur vous pour liker, partager, commenter et noter cet épisode. Si vous aussi vous avez servi en OPEX, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'ONAC VG pour à votre tour en devenir un des ressortissants. Toutes les informations sont à retrouver sur notre site en description de l'épisode. Nous vous donnons rendez-vous très vite pour un nouveau témoignage dans Raconte-moi une OPEX.